Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Ouais. Il est là. Oh mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. On attaque 2022, alors bien sûr, dans ce cours de mois de janvier, passage obligatoire et passionnant en fait, les vœux. Donc je vous souhaite bien sûr à vous tous et à vous toutes une très belle et une très heureuse année 2022 avec tout le bonheur pour vous et les vôtres, vos familles, prenez soin de vous, hein, vous et les vôtres, et déjà goûtons la qualité de vie qui est la nôtre, même si nous sommes tous masqués. On va apprendre à réapprendre à vivre. Je souhaitais à tous les habitants de notre région et à tous les journalistes ici et ceux qui nous suivent en direct, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, je livrerai pour cette année un vœu de bonheur et d'optimisme, de joie et de gaieté, de calme, de réflexion et d'ambition. Pour toute la région sud et ses 5 millions d'habitants, je veux éviter l'amorosité, la rancœur, la haine, l'obsession du « c'était mieux avant ». Et ça sera pire demain. Le coup d'œil permanent dans le rétroviseur, ce n'est pas ma thèse. Je fais un choix clair et résolu de la vision, de la prospective, de l'avenir et bâtir notre succès. C'est tout ce que je souhaite, collectivement et bien sûr individuellement pour chacun d'entre vous. Je suis aussi, bien sûr, très heureux de vous retrouver, parce que le début d'année 22 est le moment de fixer un cap pour notre région. Quand on regarde le calendrier qui s'ouvre, ici, dans cette institution, pour nos concitoyens, nous allons vivre 6 années entières de mandat régional. 6 ans. 6 ans et 9 mois très exactement, mais une partie a été consommée. Elles permettront, toutes ces années, de donner une perspective claire à tous les niveaux et dans tous nos domaines de compétences. Permettez-moi de rappeler quelques éléments de perspective. Perspective électorale. 2 présidentielles, 2 élections législatives, une élection municipale, une européenne, une sénatoriale se dérouleront pendant ce mandat, et ce mandat les survolera toutes et s'impliquera chaque fois. 84 élus de notre majorité sur 123, issus de 11 sensibilités politiques différentes, tous réunis autour d'une seule bannière et d'un seul mot d'ordre, notre région d'abord. Pour mémoire juste rapide de ce qui s'est passé en 2021, nous avons fait le meilleur score de la droite en France avec 57% des voix, et en tant que président de région avec ma majorité, je pèse 700 000 voix. Au moment de vous adresser mes vœux, nos vœux, je veux que chacun ait bien conscience de ce que cela signifie, notre région d'abord.
Notre région d'abord, c'est mettre l'avenir de nos territoires, de nos enfants, de nos emplois, de nos espérances dans notre obsession. Notre région d'abord, nos territoires, nos enfants, nos emplois, nos espérances avant tout. Notre région d'abord, c'est vouloir placer notre région en tête de tous les classements. C'est remporter des victoires mondiales aux effets de proximité. C'est notre rayonnement international au service de nos territoires. Notre région d'abord, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin, comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire. C'est notre solidarité et notre devoir de solidarité. Notre région d'abord, enfin, c'est faire de ce territoire magique, plein de diversité et de contrastes, un collectif uni et qui avance en bloc. Le Sud, car nous sommes sudistes et pas pacaïens. Notre région d'abord, c'est de ne jamais être pris en otage par des considérations nationales au détriment de nos 5 millions de concitoyens. C'est le collectif régional plutôt que les ambitions personnelles nationales. Alors pour mettre tout cela en œuvre, je fixe un cap très clair. Nous avons remporté cette région en 2015 avec Christian Estrosi. En 2030, à quoi ressemblera la région Sud? Qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui aura été accompli de significatif 15 ans après notre arrivée? J'ai été élu président de la région en 2017 et à la fin de ce mandat régional, j'aurai donc passé 10 ans à la tête de cet exécutif. Comment aura-t-on ici, dans cette institution, à la région, changé la vie des gens, apporter quelque chose de positif, transformer notre quotidien, aider notre pays? Il faut se poser ces questions en permanence et tâcher d'y trouver des réponses très claires, efficaces et pragmatiques. Oui, être président de région, c'est bien sûr faire rouler des trains, ouvrir des lycées, mais en réalité, je ne suis ni chef de gare, ni proviseur. Par contre, nous avons la nécessité d'améliorer, de trouver des solutions pour les transports, avec des dossiers très emblématiques et visionnaires, comme la ligne nouvelle, comme l'ouverture à la concurrence, comme le plan de 1,2 milliard d'euros pour la rénovation des lycées. Ça, c'est des enjeux. Nous avons la gestion de la totalité des transports, de la formation, du lycée jusqu'à l'emploi. Voilà la mission. Mais être président de région, ce n'est pas que cela. J'ai donc fixé à nos équipes, à mes équipes et à l'exécutif régional une feuille de route autour de 5 caps. Mais il faut des moyens pour ces 5 caps. De quoi nous parlons? Nous allons engager 30 milliards d'euros pour la région dans cette mandature. Premier cap, offrir une région plus simple, plus proche, plus lisible et décentralisée. Je ne peux pas, en tant que citoyen, en tant qu'institutionnel, président d'une institution, me plaindre de la complexité administrative et de l'absence de décentralisation et de ne pas me l'appliquer dans une région aussi forte et puissante et variée, avec des personnalités de tout premier plan. Ce qui veut dire quoi? Zéro papier, dématérialisé, simplifié. 3 mots-clés pour une région concrètement proche de vous, et où que vous soyez, quelle que soit votre situation. Pour en finir avec l'idée que la région c'est à Marseille, c'est loin, et on n'a jamais de réponse, on ne comprend pas. Pour apporter les services de la région chez vous, comme nous l'avons fait avec les vaccins au bus, ou les masques, quand nous étions en difficulté. En fait, en synthèse, mettre la région dans un smartphone, de façon à ce qu'on ait accès à tout, tout le temps, tout de suite. Voilà une ambition qui sera centrale, faire entrer notre collectivité dans le XXIe siècle. Dans votre XXIe siècle, celui où tout se passe en 3 clics depuis un téléphone portable. Celui de la décentralisation et de la proximité que je demande à l'État et que je m'applique et que je nous applique directement ici. Quelques exemples immédiats dans la mise en place. Ce dispositif s'appellera Allo Région, une ligne téléphonique et numérique ouverte à tous, point d'entrée pour répondre aux questions et vous guider dans les démarches. Autre exemple, pour nos lycéens, nous renforçons la garde régionale des lycées, de 100 gardes,
avec une équipe supplémentaire qui sera une équipe spéciale d'intervention rapide pour leur sécurité lorsque les incidents se produisent, mobilisable à la demande de tous les proviseurs. Garde régionale des lycées, 200 à l'intérieur, garde régionale d'intervention rapide en cas de besoin à demande des proviseurs. Nous créons ainsi des équipes départementales de travaux d'urgence capables de se déplacer dans tous les lycées dans les conditions d'études de nos lycéens, ce que j'appelle le SOS dépannage lycée, qui permettra de ne pas attendre en permanence pour un lavabo bouché ou autre difficulté simple, mais qui doivent être traitées rapidement. Voilà un exemple très concret. Deuxième cap. La région a une COP d'avance, elle va la garder. Tous les rapports scientifiques le confirment. L'accélération du changement climatique fait de la Méditerranée un véritable laboratoire. Cela veut dire une chose simple, tout va se jouer ici plus vite encore qu'ailleurs. Tout s'y joue vite, déjà. Nous avions anticipé en 2017, nous avions lancé la COP d'avance, ce plan climat qui est passé de 25% en 2017 à 40% du budget de la collectivité cette année, soit 600 millions d'euros par an. Air, mer, terre, énergie, déchets. Il permet des actions concrètes, comme le dispositif 1 million d'arbres, le plan escale zéro fumée ou encore la stratégie hydrogène vert. On va garder cette COP d'avance et encore la renforcer. J'avais dit par exemple pendant la campagne que nous planterions 3 millions d'arbres. Je vous annonce aujourd'hui que nous planterons 5 millions d'arbres durant la mandature, un par habitant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et toujours pareil, moitié sur nos territoires, moitié en ville, enfin dans nos communes plus exactement, et j'en paye 80%. Nous ferons cela avec l'Office national des forêts et les experts qui en dépendent pour la variété des essences qui doivent être installées, chaque variété étant très spécifique sur le bassin méditerranéen, de façon à ce que ce soit des capteurs de CO2 et qui ne consomment pas ou peu d'eau. 5 millions d'arbres. Nous allons passer à la vitesse supérieure pour devenir la première région verte d'Europe. Je veux que nous devenions autonomes en gestion des déchets dès 2030. Nous sommes la première région boisée métropolitaine et le Var, le premier département de France en termes de plantation, enfin d'arbres. Nous allons renforcer la guerre du feu avec les SDIS, les syndicats départementaux de lutte contre les feux de forêt, le débroussaillage avec les communes, le reboisement, et nous sommes en contact avec le gouvernement français pour l'achat du Canadair, comme je en avais parlé, pour rajouter cette commande, notre Canadair à la commande française qui est en train de se mettre en place au niveau européen, et c'était un des sens de mon déplacement à Bruxelles. Nous devons être un pôle énergétique fort, bien sûr grâce à ITER, mais nous devons jouer la carte de l'indépendance énergétique autour de tous nos atouts. On a l'éolien en mer avec le projet Provence Grand Large, mais je me viens de vous rappeler que nous avons l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien, la fission et la scission. Et donc nous avons le gaz et le pétrole, bien sûr, et donc nous avons ici dans cette région toutes les énergies pour avoir gardé et avancé sur cette indépendance énergétique. Nous devons faire de la mer Méditerranée notre 7e département, en la protégeant et en utilisant sa propre force. C'est les plans ports propres, c'est les zéro plastique en mer, ce sont les mouillages écologiques que nous avons validés et que nous implanterons dès cet été avec des professionnels du yachting. Au cours de ce mandat, je veux aussi introduire une notion nouvelle. Il ne s'agit pas simplement de se battre contre le réchauffement climatique, il s'agit de s'y adapter. Et nous allons engager des moyens pour cela, parce que toutes les études le confirment. Troisième cap. Faisons de notre région la capitale de l'Euro-Méditerranée. Il y a bientôt 3 000 millénaires que notre richesse, notre rayonnement dépendent directement de notre perspective méditerranéenne et quelque part nous avons été construits par la mer, par ce bassin méditerranéen, ce berceau des civilisations. Avec la construction européenne, nous sommes devenus un lien essentiel entre Europe et Méditerranée. Par notre position géographique, par la stratégie politique de la France, par la construction européenne, par notre histoire régionale, ça va de M. Vauzel à M. Estrosi ou moi-même. Nous avons lancé, et donc cette construction européenne, c'est un constat, dans cette démarche, nous avons un constat géographique, culturel et économique. Donc nous avons lancé Méditerranée du futur en 2017, suivi par l'État, qui a lui-même créé après le sommet des deux rives
en 2019, et bientôt, le 7 février, avec le Forum des mondes méditerranéens. Nous devons protéger cet héritage millénaire jusqu'à son origine, et je me permets de vous rappeler que, grâce à la région et à sa volonté et sa détermination, la reconstitution de la grotte Cosquer verra le jour en juin prochain à la Villa Méditerranée, avec un objectif de 500 000 visiteurs an minimum. Je vous annonce donc que nous allons tout faire pour devenir en 2030 le centre nerveux de la Méditerranée, là où se jouent les investissements d'avenir autour d'un projet euro-méditerranéen. Et l'acte 5 de Méditerranée du futur, qui se déroulera en novembre, sera l'occasion de présenter une stratégie complète à ce sujet. Quatrième cap, soyons une région phare de l'industrie du XXIe siècle. Que l'on parle d'ingénieurs, de cadres, de commerçants, d'artisans ou d'ouvriers, je veux donner des perspectives de carrière à tous. Et cela, je crois que nous pourrons le faire grâce aux nouvelles industries dont le monde a besoin. Les nouvelles technologies, le développement durable, l'industrie militaire, la navale bien sûr à Toulon, l'aérienne à Istres, la spatiale dans les Alpes-Maritimes. Ce sont trois axes forts autour de nos opérations interrégionales. Je vous annonce donc que nous allons mettre l'accent sur ces trois axes avec un intérêt tout particulier pour les industries de la défense. Nous avons des fleurons partout. Des fleurons comme Eurenco dans le Vaucluse, leader européen des explosifs. Ou encore Airbus Hélicoptère à Marignane, numéro 1 mondial des hélicoptères. Que ce soit sur la terre, avec l'armée de terre et la base de Canjuers, dans les airs, avec l'école de l'air de Salon et la base d'Istres, qui sera le Roissy de la Défense et qui accueille les MRTT et le centre d'essai en vol. Ou en mer, bien sûr, à Toulon, avec la Marine nationale et le port militaire, qui est le port militaire le plus important d'Europe. Donc notre région dispose de l'implantation géographique, du savoir-faire et des hommes pour développer et réussir dans ce cap et cet objectif. Enfin, le cinquième cap est peut-être le plus important, notion très particulière, mais que j'essaie d'instiller au fil du temps, c'est la région du bonheur et des sourires. Regardez bien ce que veut dire le bonheur, c'est collectif, c'est un endroit territorial. Le sourire, c'est la vitrine, c'est l'accueil, c'est la joie de vivre. Nous vivons dans une région qui ne ressemble à aucune autre. C'est pour ça que je suis très attaché à nos trois marques monde, Provence, Alpes et Côte d'Azur. Nous avons une intensité et une douceur chez nous dans le sud. On a la furia du Vélodrome, de Mayol ou de l'Alliance Riviera, mais on a aussi la Dolce Vita d'un coucher de soleil à Marseille, d'une sieste sous les oliviers du Vaucluse. Nous vivons entre chaleur envoûtante et beauté glaciale. Chez nous, dans le sud, on a les sports d'hiver, dans nos Alpes du Sud, mais on a aussi la région la plus ensoleillée de France, sur un littoral incroyable qui nous est envié par le monde entier avec nos 1000 km de côte. Nous vivons là où chacun rêve de vivre ses vacances, où la création culturelle en fait la région des festivals européennes, où nos universités sont performantes, puisque nous disposons en plus de la première université francophone au monde, dans la plus belle région d'Europe. Et bien sûr, il faut que ce soit une région dans laquelle nous ayons cette qualité de vie, donc une région sûre, qui est quelque chose de très important à mes yeux, et nous y engageons 10 millions d'euros pour notre sécurité. Je vous annonce donc que désormais cet objectif de la région du bonheur et des sourires sera au cœur de toutes nos politiques publiques. Nous présenterons prochainement un outil d'évaluation et d'orientation des politiques publiques permettant de mesurer l'impact réel de nos actions régionales sur la qualité de la vie, l'état d'esprit des habitants. Cet outil prendra la forme d'un baromètre du bonheur, issu d'un travail que nous avons préparé depuis près de 2 ans, avec le monde scientifique et la société civile représentée par le Césaire, avec des accompagnements de professeurs qui parlent du droit international, qui ont comparé les différents baromètres du bonheur qui ont été mis en place au fil de l'eau, qui seront composés d'indicateurs territorialisés, scientifiques et grand public. Environnement, cadre de vie, économie, insécurité ou sécurité, nombre de lits, décès pour les jeunes. Enfin, c'est un baromètre complet qui permet de ne pas être dans le déni,
Ce n'est pas dire que tout va bien, parce que tout ne va pas bien, mais ce n'est pas être en permanence pour dire tout va mal, tout va toujours plus mal. Et donc, ce paramètre nous sera présenté assez rapidement. Je veux aussi fixer des objectifs qui sont propres à chaque territoire. Nous avons 5 caps régionaux qui se déclinent, bien sûr, dans chaque territoire. Je profite de cette période de vœux pour me déplacer dans tous les départements. Nous étions dans le Vaucluse le 14 janvier avec Bénédicte Martin. Je devais être cet après-midi dans le 06, mais malheureusement, les contretemps dans les négociations financières m'obligent de repartir à Paris. Et donc, nous irons dans les Alpes-Maritimes avec Christian Estrosi au plus tôt. Nous serons demain dans les Hautes-Alpes avec Chantal Eméhoud. Nous serons le 24 janvier dans le Var avec François de Canson et chacun des colistiers régionaux qui eux-mêmes composent la liste régionale avec sa diversité. Et nous serons le 28 janvier dans les Alpes de Haute-Provence chez David Géant. À chaque fois, la méthode est la même. On présente les investissements de la région dans les 6 ans à venir avec une somme globale importante, chiffrée, ciblée, qui montre la puissance de notre collectivité et sa capacité d'additionner les fonds multiples, État, Europe, départements ou territoires, pour un objectif bien fixé. On rentre dans le détail, secteur par secteur, dossier par dossier, fonds européens, fonds régionaux, fonds nationaux bien sûr. On donne une vision spécifique au département, quelles thématiques prioritaires, quel objectif on poursuit et pourquoi et où on veut mener ce territoire. Et enfin, on présente de façon claire quelques engagements politiques négociés avec les présidents des départements, les présidents de métropole et d'interco, et ceci en fonction des territoires. Le traitement du Grand Avignon en tant que métropole n'a rien à voir avec le traitement de la métropole de Nice, qui elle-même ne se traite pas de la même manière que Toulon ou Marseille. Les Hautes-Alpes ne se traitent pas comme le parc du Mercantour par rapport aux Alpes-Maritimes. Chacun, ici, dans ces territoires, avec nos 3 marques au monde, se doit d'être travaillé de façon ciselée, je dirais presque de la microchirurgie, mais avec un enjeu collectif et avec une vision d'ensemble. C'est un enjeu très important, montrer que la région, ce sont 6 départements, 950 communes, 4 universités, une diversité fantastique qui doit être traitée de façon microchirurgicale. En se déplaçant partout, on démontre notre capacité à intervenir tout le temps et à ne laisser aucun territoire sur le bord du chemin. Équité territoriale, équité sociale, équité géographique, équité économique. Cet exercice est majeur si on veut avancer le volet décentralisation pour la suite de notre action. Nous avons beaucoup travaillé pendant la mandature précédente, nous avons beaucoup échangé pendant la campagne régionale et il est apparu quand même des dispositifs qui méritaient d'être adaptés. Donc nous allons mettre en place un dispositif Nos communes d'abord, qui sera dédié aux villes et à leurs projets, qui remplace les FRAT. Vous reconnaîtrez que les communes d'abord et les FRAT, on comprend mieux ce qui se passe. Et avec des critères de financement qui sont hyper simples. Avec le dispositif Nos territoires d'abord, dédié à la stratégie des intercos, qui remplace les crêtes. Plus simple, plus rapide, plus efficace, plus compréhensible, et qui a été d'ailleurs présenté à la réunion des maires de la région en octobre, et qui vient d'être représenté de façon très précise au maire du Vaucluse par visio lors de mon déplacement du 14 janvier, et qui fait l'unanimité sur le mode d'emploi. Le principe est toujours le même. La région n'est pas, ne sera pas, ne deviendra pas, ne reviendra pas un tiroir-caisse systématique, mais un opérateur d'organisation territoriale avec une vision, avec une dimension régionale autour de nos 5 caps dans le cadre de notre stratégie régionale. Il faut donc s'inscrire pour être éligible dans notre stratégie, dans nos priorités, afin que chaque centime d'euro, et tout centime est cher, soit utilisé pour les accomplir et avoir en effet des multiplicateurs. C'est le seul moyen de remplir les objectifs que nous nous fixons. Ce déploiement territorialisé
département par département, donne lieu à des annonces importantes que je vais vous présenter aujourd'hui. Elles seront présentées dans le budget régional que nous voterons à la session de février de la région, avec aujourd'hui, mais je vous l'avais dit, une administration, un cabinet et une équipe d'élus prête, organisée et structurée, un programme parfaitement en ordre de marche. Alors, il y a une annonce importante aujourd'hui. J'ai hésité à la faire, et puis finalement, je crois qu'il est nécessaire. Nous sommes prêts. Nous visons les Jeux olympiques de sport d'hiver pour les Alpes du Sud. Nous avons décidé de porter une intention de candidature pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 2034 ou 2038 dans toutes les Alpes du Sud. Je mets notre région à la disposition du Comité national olympique et français, des sportifs français, et sous la nouvelle présidente de Madame Henriquez pour remporter la victoire auprès du CIO. Je fais très attention à la sémantique, puisque nous sommes en contact avec toutes les autorités, des grands acteurs du sport français, la ministre des Sports, le président du Comité national olympique et sportif français, le délégué interministériel aux grands événements, la présidente des fédérations françaises de ski et de sport de glace. Je fais très attention, c'est une intention de candidature, mais quand on dit intention, c'est un mot châtié, feutré, mais c'est une très ferme détermination de ma part. Mais c'est la région qui est à la disposition du monde sportif, donc du Comité national olympique, qui après présentera ce dossier au CIO. Voilà la mécanique de respect des institutions et du monde sportif. Pourquoi nous avons une chance? C'est que nous avons des épreuves de voile et de football des Jeux de Paris. Nous organisons la Coupe du monde de rugby. Nous avons l'expérience de l'organisation des grands événements dont nous sommes prêts. Pourquoi 2034 et 2038 et pas avant? Parce qu'en 2022, les JO auront lieu à Pékin, d'hiver, je parle des Jeux d'hiver, auront lieu à Pékin, en 26 à Milan. L'alternance des continents voudrait que 2030 soit dévolue au Japon ou à l'Amérique du Nord, et donc les JO d'hiver pourront revenir en Europe en 2034 ou en 2038, et de plus, comme les Jeux d'été auront lieu en 2024, c'est une cohérence dans le calendrier du Comité international olympique. Cette intention de candidature reposera sur 3 axes. La fierté retrouvée. Oui, nous en sommes capables. Oui, les Alpes du Sud peuvent accueillir la plus grande compétition de sport d'hiver du monde. Au début des années 2000, notre territoire était en retard. Nous avions même un complexe d'infériorité par rapport aux autres massifs. Maintenant, nous pouvons regarder les domaines sportifs, nos montagnes françaises. Nous pouvons regarder les Italiens ou les Autrichiens droit dans les yeux. Le premier plan montagne de la région sud 2015-2020 nous a permis de rattraper ce retard. Notre plan montagne 2030 nous permettra de prendre de l'avance, puisqu'il doublera notre engagement, puisque nous avions mis 100 millions et que là nous injectons, mais je l'avais dit pendant la campagne, mais je vous le confirme, je l'ai déjà dit et fait l'annonce dans la vallée de l'Ubaye, 200 millions d'euros pour le plan montagne. 100 pour les vallées, 100 pour les stations. Après la fierté retrouvée, l'enjeu, c'est un environnement préservé. Les Alpes du Sud sont un écrin naturel magnifique, 0 pic de pollution, un ensoleillement exceptionnel, une biodiversité protégée, une variété de pistes assez rare. Avec notre plan 2, gardons une cope d'avance. Notre région, aux 3 marques au monde, aura un message adressé au monde entier pour la préservation de l'environnement. Cela passera bien sûr par les Jeux exemplaires. Nous y rajouterons un engagement total et sincère pour notre planète. Puis on a un peu d'expérience aussi dans la matière. Il y a eu une candidature en son temps de Nice, des Hautes-Alpes, qui n'avait pas pu aboutir. Et donc on sait comment monter un dossier. Moi-même, j'ai été rapporteur du budget quand j'étais parlementaire du budget des sports auprès de Madame Alliot-Marie. J'étais allé
aux Jeux de Lillehammer, qui avaient été considérés comme les jeux d'ailleurs les plus respectueux de l'environnement de l'époque et les moins chers. Et donc, ce qui a pu se faire dans le passé peut se faire dans l'avenir ici. Parallèlement à ça, s'il y a la fierté retrouvée, un environnement préservé, il y a les valeurs du sport exalté. Cette intention de candidature mettra les sportifs au centre de l'attention. Ils sont de véritables, formidables vecteurs d'émotions et de valeurs positives, de partage, d'échange, du goût de l'effort, du respect des règles. Mais je ne pense pas qu'aux sportifs de haut niveau, masculins et valides, tous les sportifs seront mis à l'honneur, les médaillés olympiques, comme les sportifs du dimanche, les femmes, les hommes, les para-olympiques, les paras eux-mêmes et les valides de 5 à 99 ans. Nous allons avancer avec méthode et conviction et je vous ai rappelé que les contacts ont déjà été pris et que globalement, je me pose la question si je vais l'annoncer aujourd'hui, mais il faut y aller, c'est le moment. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette ambition que nous allons abandonner nos fondamentaux. Nous allons donner, dans notre action régionale, rappeler notre rôle essentiel sur le développement économique de notre territoire, et nous allons donner la priorité aux TPE, PME dans chaque département. Je me permets de vous rappeler que ces TPE, PME représentent 55% de notre tissu économique. Elles créent nos emplois, tirent notre croissance. Pour autant, elles ont été les premières impactées par la crise. Mais j'ai pu lire dans les différents articles écrits que vous avez rédigés les uns ou les autres au niveau local ou au niveau national que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'en sortait plutôt pas mal. Alors je pense à nos artisans, à nos commerçants, coiffeurs, restaurateurs, hôteliers, boutiques, qui représentent près de 600 000 emplois, 270 000 entreprises, et qui ont dû fermer leurs portes des mois durant et sont toujours fortement impactés par la crise sanitaire. J'ai souhaité être au rendez-vous avec notre institution de leur relance, comme nous l'avons été durant la crise, en faisant face à l'urgence. Avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et l'UMI, nous avons travaillé à des solutions concrètes. D'ici la fin de l'année, nous créerons une aide en investissement à l'installation et d'un fonds de prêt à taux zéro. Et nous déploierons aussi 100 millions d'euros sur la mandature pour accompagner près de 70 000 entreprises contre 50 000 lors de la mandature précédente. Au-delà de l'économie des TPE-PME, avec ce que ça représente, il y a le monde de la culture. Le monde de la culture est et reste central. Le Sud n'est pas seulement une terre de festivals, c'est une terre qui bouillonne de la présence de créateurs, d'interprètes, de techniciens, de producteurs, de diffuseurs, de formateurs ou d'animateurs, tant dans le cinéma et l'audiovisuel que dans le spectacle vivant, le livre ou les arts visuels. J'ai une double conviction. Chaque habitant du Sud doit pouvoir accéder au plus près de chez lui à l'art et la culture. Chaque artiste, chaque acteur culturel, d'où qu'il vienne, doit pouvoir devenir, s'il le souhaite, pour un temps court ou long, un habitant du Sud. Ainsi, pour faire du Sud une terre résolument culturelle, je vous annonce une augmentation du budget culture de 10%, tenant ainsi, ici, mes engagements de campagne. Pourquoi ça? Parce que j'ai bien réalisé quand même, et depuis très longtemps, depuis que j'avais en charge Marseille, capitale européenne de la culture, à quel point la culture est indispensable pour mieux se connaître, pour mieux comprendre les différences, apprendre à vivre avec les autres, parce que quand on connaît les autres, on n'en a pas peur. Et je pense que la culture fait partie du développement personnel, intellectuel, démocratique, et qui est absolument indispensable dans notre société. Nos grandes causes régionales sont lancées. J'ai choisi de déclarer grandes causes régionales deux sujets, la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre le harcèlement scolaire. L'élimination des violences faites aux femmes est un sujet majeur de l'égalité homme-femme et des valeurs républicaines. Et la guerre que nous devons faire au harcèlement scolaire est un enjeu profond de notre société de fraternité. Et on sait très bien que le harcèlement par les réseaux est un combat qui doit être mené, et il doit être mené au plus proche du terrain. Et donc, fort de ce constat de citoyen, en tant que président d'une institution, à quel endroit je peux intervenir, je le fais là où je suis en domaine de compétences. Parallèlement à ça, nous allons donner des garanties au monde du tourisme.
Parce que le tourisme est la première industrie de notre territoire, parce qu'il sera le dernier pan à se redresser pleinement, parce qu'il emploie des centaines de milliers de personnes et de petites entreprises, qu'il est impératif et que nous avons tous ces atouts dans nos 3 marques au monde, ici dans le sud de la France. Alors, j'ai décidé d'engager la région dans une trajectoire financière qui mènera au doublement de son budget. Le tourisme, et je tiens à vous annoncer d'ailleurs que hier, le président du CRT, monsieur le vice-président François de Constant, a été élu président de l'ensemble des offices des ODT, des ADT et des CRT au niveau national. Donc c'est le monde du tourisme qui se regroupe dans la totalité des dispositifs, de façon à ce que la Maison France reste la première destination touristique au monde et que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la première destination touristique après l'Île-de-France, puisse conserver son poste et sa position, le Var étant des 6 départements celui qui est le plus attractif. Parallèlement à ça, vous savez que je suis un Européen convaincu et donc en pleine présidence française de l'Union européenne. Moi, j'ai une position qui est très simple, quel que soit le choix que nous pouvons faire pour le président de la République. Le dernier, c'était il y a 10 ans, le prochain sera dans 14 ans, donc c'est peut-être pas mal qu'on soutienne la France pour qu'au moment où on a la présidence française, on puisse obtenir des choses importantes et de ne pas intégrer le combat politique national dans la vision et la dimension du développement de l'Europe. Donc la région a des propositions claires à faire. Je me permets de vous rappeler que je suis président délégué des régions de France et en charge au niveau des régions françaises les relations avec l'Europe. Pour notre région, notre stratégie Europe 2030 est claire, augmenter les crédits européens à 10 milliards d'euros d'ici 2027 pour que la région Sud soit une des mieux dotées au niveau européen. Je me permets de vous rappeler que nous avons récupéré, entre guillemets, dans la qualité de nos dossiers, plus de 4,6 milliards d'euros dans la mandature précédente. On n'était pas dans la période de crise, et donc, compte tenu des moyens financiers qui ont été mis en place par la Commission européenne et par le Parlement, il y a la possibilité de doubler ces fonds européens, et que nous avons été classés dans la mandature précédente dans les 10 meilleures régions françaises en ce qui concerne la captation des fonds européens. Donc, voilà notre objectif. Est-ce que c'est ambitieux? Oui. Les budgets du plan de relance pour l'Europe et les programmes européens, c'est 800 milliards d'euros pour 21-27. Et ça nous permet de transformer notre économie de manière durable et de créer de nouveaux emplois. Nous sommes prêts. Lors de mon déplacement à Bruxelles en décembre, j'ai rencontré 6 commissaires européens, 2 directeurs de commission, et nous avons déjà débloqué près de 1,5 milliard d'euros sur les 10. Lobbying, expérimentation, bonne réception, puisque en tant que parlementaire européen, apparemment, j'ai laissé bons souvenirs. Je suis très ami avec la présidente du PPE, qui vient d'être élue présidente du Parlement européen, qui m'a reçu d'ailleurs quand je suis venu en décembre. Et parallèlement à ça, je crois que le fait que cette région soit restée dans le camp européen, il est incontestable que nos dossiers sont traités avec une efficacité beaucoup plus assumée que si ça n'avait pas été, si je n'avais pas remporté cette victoire. Nous irons plus loin. Dans le cadre de la présidence française, je fais 2 propositions au président de la République pour donner une dimension complémentaire à la présidence française. Première proposition, vous savez, il y a toujours ces critères de Maastricht, sortir l'endettement vert des critères de Maastricht en permettant aux collectivités territoriales comme à l'État de sanctuariser leur endettement vert, donc de les sortir des critères de Maastricht. Et ceci, on peut le faire à l'échelle du continent européen tout entier. Et ça nous permet d'avoir une double action, contourner l'obstacle des critères de Maastricht, mettre le doigt sur l'endettement vert avec des investissements de long terme vers ce seul objectif. Exemple très concret, ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons arraché avec le gouvernement 40% pour la ligne de financement pour la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur d'État, 40% de contribution territoriale, et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au financement, au cofinancement de cette ligne, 20% de l'Europe. Là, voilà le prototype même d'investissement sur le long terme qui mérite d'être traité différemment qu'un budget annuel et qui nous permet donc de sortir des critères de Maastricht.
Généralisé à l'échelle du continent, ce sont 27 États et c'est 242 régions, et ça permet de créer un dispositif qui tient compte de la spécificité de ces investissements et des territoires. Ce ne serait pas seulement un accélérateur, mais une véritable réponse de civilisation à la crise climatique. Des ajustements d'apparence technique qui pourraient bien tout changer à la façon d'investir l'argent public dans les années à venir, années dont nous savons à quel point elles seront décisives pour le destin de notre planète, du genre humain, mais aussi de l'organisation de notre territoire européen. Deuxième proposition, créer une macro-région Méditerranée. Ces macro-régions existent partout sur le territoire européen continental, mais pas pour l'espace méditerranéen. Pourtant, tous les enjeux y sont. Environnement, économie, migration, conflits, coopération, problème d'eau. Je porterai au président de la République cette idée qui tournera définitivement l'Europe vers son bassin de vie originel. La région sud sera au rendez-vous. Vous savez que naturellement, dans ce continent européen, il y a ce débat permanent des craintes des peuples européens qui ont toujours une souffrance avec l'URSS, enfin l'ex-URSS qui est la Russie. On voit la crise ukrainienne et donc tout est concentré vers là-bas. Des moyens, la crainte, la peur de la guerre, l'histoire qui a quand même bien pénalisé tous ces pays. Et nous avons à nos frontières, nous aussi, des vrais problèmes, des vrais enjeux de civilisation, de migration, de développement économique, et donc la macro-région Méditerranée a un sens. Je porterai auprès du président de la République cette idée, et dans le cadre de cette présidence française, nous organiserons un grand événement par mois. Le 23 février, la signature avec la Commission européenne de la Convention de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, réaliser d'où on vient et où on est, et l'avenir et le changement phénoménal que ça va apporter dans les années à venir. Et l'année des années à venir, c'est pas si loin que ça, hein. Et on est les premiers en France, et on est les tout premiers au niveau européen. Le 3 et le 4 mars, le sommet des villes et des régions européennes à Marseille. C'est moi qui l'ai obtenu. J'ai proposé ça au maire de Marseille. Le maire de Marseille a dit, bien entendu, OK, ça ne lui coûte rien. 15 000 élus issus de 240 régions et de 90 000 communes. C'est un coup de projecteur supplémentaire pour notre ville magnifique. C'est une aide substantielle au fonctionnement économique de la cité. C'est une démarche conjointe politique à mon initiative, validée par le comité des régions, dont je fais partie, ou la plupart d'ailleurs qui sont membres, président, vice-président, etc., sont des amis personnels avec qui j'ai tissé des liens personnels pendant ma mandature européenne, et qui ont validé à l'unanimité le fait d'avoir ce sommet des villes et des régions européennes à Marseille. D'autres villes étaient candidates, hein, en France. Voilà. Et la situation de cette cité, son histoire, son savoir-faire, permet d'apporter une contribution complémentaire à notre ville de Marseille. Mais donc à la région. Le 12 et le 13 avril, la réunion des directeurs des écoles nationales de sécurité civile à Gardanne. Le 14 mai, la fête de l'Europe à Nice avec le concert de Barbara Pravi. Voilà la contribution de la région sur la présidence, la PFUE, présidence française de l'Union européenne. Avec ça, en conclusion, avant de répondre à vos questions, tout ceci est financé, ciblé, rentrant parfaitement dans les critères d'attribution des moyens financiers européens, s'intégrant parfaitement dans le contrat de plan État-région, plus les contrats de territoire ou les contrats d'avenir que nous avons signés avec le gouvernement, et bien sûr avec notre budget, puisque nous avons cette expérience, et donc c'est, je me permets de vous rappeler, 30 milliards d'euros sur la mandature, ciblés, visés, injectés dans nos territoires. Bien sûr, dans cette année, qui est une année 2022, nous allons avoir une année éminemment politique. La politique reprendra bien ses droits à un moment, une fois que notre liberté de vie reviendra, et je souhaite que ça viendra le plus vite possible. Quand nous serons sortis de cette 5e vague du coronavirus, avec ce nouveau variant, qui fait en sorte qu'on est quand même depuis près d'un mois, entre 350 000 et 400 000 contaminés jour, quoi.
pas rien. Mais on voit que nos services hospitaliers résistent bien et que ceux qui sont vaccinés ne vont pas en réa et que même si la charge morale, physique, professionnelle pour les services hospitaliers et pas simplement pour les réanimations, pour la totalité des blancs, des médecins au personnel, ils ont pris l'habitude, ils savent faire, ils n'ont plus ces angoisses. Pour autant, ils sont fatigués, là, voire épuisés. Et donc, sortons-en vite le plus vite possible et vaccinez-vous. C'est le meilleur moyen pour désengorger les services de réanimation et retrouver quand même une médecine, même si elle n'est pas parfaite, mais qui permette de ne pas suivre les patients cancéreux, de rater les examens qui permettent d'éviter des pathologies lourdes ou d'annuler des opérations qui sont nécessaires en temps normaux pour chacun de nos concitoyens à titre individuel. Et donc, il faut se rapprocher au plus tôt de ce retour. J'espère donc que le débat politique s'élèvera enfin. Je dis ça avec d'autant plus de force que j'ai pris de la distance de tout ça. J'étais absent de la scène politique régionale et nationale pendant près de 2 mois à cause de mon Covid, qui m'a laissé aucune séquelle, qui n'est pas un Covid lourd ni long, mais qui a été un Covid fort. Mais j'étais bien soigné, mais bien impacté, et ça m'a permis de regarder ce qui se passe en permanence. J'ai pris aussi, pendant ces fêtes, 15 jours de vacances, où j'avais tout coupé. Mais de temps en temps, je regardais un peu les débats, et je suis assez, quand même, peiné de voir le niveau du débat politique, et je comprends que parfois, souvent, beaucoup s'en détournent. Donc je souhaite apaiser, en tout cas à mon niveau, tout ça, remettre en perspective, au moment où ça sera possible, les programmes. En tout cas, j'aurai toujours un message positif en ce sens, en essayant d'avoir les sujets de fond. Hein. Quelle est la place de la France dans le monde et comment? Quelle est la place de la France en Europe et comment? Là, pour le monde, on peut savoir ce qu'a fait le président sortant, qu'est-ce que veulent les autres, on ne sait pas. Pour l'Europe, le débat d'hier m'a sidéré, très honnêtement, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Je ne dis pas que ce qu'a dit le président Macron est parfait, tant s'en faut, mais je suis très surpris qu'au niveau du Parlement européen à Strasbourg, où on doit défendre Strasbourg comme capitale de l'Europe du débat démocratique, on ne se serve pas de la présidence française pour aider notre pays, pour renforcer les institutions européennes, les renforcer à Strasbourg, et faire en sorte que la France, quel que soit le candidat au présidentiel, dans le cas des candidatures de nos candidats français, on dise « mais on veut ça, on veut Frontex, on veut des augmentations de moyens pour la migration, pour l'eau, pour les critères de Maastricht ». Enfin, c'est invraisemblable ce que j'ai entendu hier, et inadmissible, en tout cas à mes yeux. Vous voyez, je m'emballe. Mais je garde de la hauteur. Quel est le destin collectif pour les Français? Quel est le projet français? Autour de quoi? Et bien sûr, il y a des réponses à apporter sur la sécurité, sur l'immigration. Bien sûr, il y a des réponses à apporter sur le traitement de la sécurité sociale, sur les retraites. Mais c'est quoi notre destin? Et comment on l'écrit? Je n'ai pas bien entendu tout ça. Et puis, bien sûr, vous avez ce débat permanent qui fait en sorte que je suis un vrai décentralisateur et que je veux savoir quel va être le projet de décentralisation qui sera proposé par nos candidats. J'étais hier en réunion avec Régions de France, nous avons fait un livre blanc dans le cadre de ce que nous avions mis en place à l'époque avec Territoires Unis, ici à Marseille, avec le président Barouin, le président Bussereau pour les maires et les départements, et moi pour les régions et le président Morin. Nous avions fait un processus de développement pour faire en sorte que dans le cadre de la décentralisation, nous avons fait des propositions ensemble et collectives et nous auditionnerons les différents candidats au présidentiel pour savoir ce qu'ils veulent faire. Est-ce que les présidences des ARS, comme je les demande, on peut les avoir? Je ne demande pas un bing-bang territorial, c'est déjà très compliqué, on voit bien ce qui se passe sur la métropole et sur Marseille. Mais la présidence des ARS, Pôle emploi, par exemple, quelle est la position? Et ça, c'est des actes de centralisation qui sont clairs, hein, et qui ne gênent pas les autres. Voilà 2 exemples très concrets. On est unanime pour demander la gestion
et la présidence et l'organisation des grands ports maritimes. Que ce soit M. Morin, que ce soit M. Rousset, que ce soit, bien sûr, moi, on se retrouve dans le schéma où nous demandons que les grands ports maritimes viennent aux régions. Très bien. Il y aura des impacts qui sont forts en ce qui concerne la décentralisation. Et donc, voilà ma contribution que j'apporterai en temps et en heure dès qu'on pourra avoir un débat un peu apaisé, mais j'essaie de le poser à ce niveau-là. Voilà, je veux vous souhaiter de nouveau une bonne année, bonne santé, prenez soin de vous. On est quand même dans un pays, dans un continent de paix. On est quand même dans un pays qui a traversé des crises, là, en ce qui concerne le sanitaire, l'économique, le social, extrêmement difficiles. La totalité de nos concitoyens, vous, nous tous, nous sommes masqués, vaccinés, coincés. Bon, mais il faut apprendre à vivre avec, il faut avancer avec, il faut se protéger. C'est retrouver sa liberté en se protégeant, retrouver sa joie de vivre collective sans se contaminer. Équation difficile quand on est au pouvoir. Et j'invite tous ceux qui sont dans les oppositions à faire très attention à ce qu'ils disent, parce que ça reste toujours des traces. Et vous êtes suffisamment des observateurs avisés pour ressortir les bêtises qui ont été racontées en son temps. Bon, donc, fait de bon sens, ne gâche rien. Et un peu de colonne vertébrale sur ses opinions personnelles et politiques sont plutôt pas mal aussi. Dans le temps, on s'y retrouve. Voilà ce que je veux vous dire en disant soyez heureux. Voilà, soyez heureux, profitez de la vie. Et finalement, ce clip il est assez beau parce que ça vous permet de vous remémorer tout ce qui se passe dans notre belle région. Et je remercie M. Mahé de nous avoir permis d'utiliser cette chanson pour pousser notre vision de joie de vivre dans cette belle région, en ne faisant en aucun cas abstraction des difficultés et des obstacles que nous avons et que nous rencontrons. Merci à vous, bonne année, beaucoup de bonnes choses et je réponds bien sûr à toutes vos questions. Soyez heureux de vivre.